Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, ça y est, après presque 2 ans d'interruption, le CITREP, le rapport hebdomadaire de situation, est de retour. Je sais que beaucoup l'avaient demandé, donc maintenant que c'est de nouveau possible, faisable, avec du matériel un peu plus adapté, eh bien, le voilà. La grosse nouvelle de la semaine écoulée, c'est bien sûr l'enquête concernant l'attentat terroriste qui a eu lieu au Crocus City Hall le 22 mars 2024. On a plusieurs terroristes originaires du Tadjikistan qui ont débarqué armés dans ce complexe de salles de concert situé en banlieue de Moscou. Ils ont tiré sur les gens puis mis le feu au bâtiment avant de s'enfuir. 4 terroristes ont été arrêtés, ainsi que 7 complices potentiels. Tous ont été placés en détention provisoire en attendant leur procès. On a retrouvé des substances psychotropes dans leur sang. Alors, il n'y a pas eu de précision, mais vu que les autorités indiquent que ce serait des substances qui enlèvent la peur, ça serait très certainement du Captagon ou un truc du même genre. Bon, ça vous transforme quelqu'un en espèce de robot tueur absolument sans émotion. C'est d'ailleurs une drogue qui a été très souvent utilisée par les combattants de l'État islamique. État islamique sur le dos duquel, bien entendu, l'Occident a cherché tout de suite à faire porter le chapeau de cet attentat, sauf qu'il y a eu plusieurs petits problèmes. Alors, le premier déjà, c'est la shahada des terroristes faite avec la main gauche. Bon, alors ça, non, ça passe pas. Alors j'ai vu passer des excuses bidons, comme celle de Jacques Sapir, qui pour le coup aurait mieux fait de s'abstenir, disant que c'était peut-être tout simplement parce que la photo était inversée. Sauf que Monsieur Sapir, il aurait suffi, eh bien, tout simplement de regarder le drapeau de l'État islamique qui se trouvait derrière eux et de vérifier qu'il était à l'endroit et que donc ils ont bien fait leur profession de foi avec la main gauche, ce qui est une aberration totale pour toute personne qui connaît un petit peu l'islam. Voilà, donc déjà ça sent le truc bidon. Très vite, les premiers faits indiquaient qu'il y avait un lien avec l'Ukraine. Déjà, les terroristes ont été arrêtés dans la région de Bryansk, sur la route qui mène justement à l'Ukraine. Donc, après arrestation, ils ont d'ailleurs avoué que c'était bien là-bas qu'ils comptaient se rendre, qu'ils avaient des contacts là-bas qui devaient leur assurer le passage à travers la frontière. Bon, déjà, ça sentait un peu le pâté pour Kiev, et on comprenait mieux pourquoi les Occidentaux cherchaient à faire porter le chapeau à l'État islamique. Bon, plus l'enquête a progressé, et plus bien sûr, ces éléments se sont confirmés. Donc en plus d'avoir des contacts côté ukrainien, entre autres parmi les fameux je vais dire nationalistes ukrainiens, en réalité c'est des néo-nazis. Ils ont découvert que les terroristes avaient reçu de l'argent sous forme de crypto-monnaie depuis l'Ukraine. Il y a aussi un lien avec l'OTAN, puisque les 4 terroristes ont été entraînés dans un camp en Turquie. Ah bah tiens, on retrouve toujours les mêmes. Et je rappelle quand même que le fait que les mecs se soient considérés comme combattants pour l'État islamique n'exclut pas le fait qu'ils ont été utilisés par l'Ukraine. Voilà, il y a une notion d'exécutant. Des mecs qui sont pas très fut-fut, parce que quand vous regardez, quand ils parlent, vous comprenez que les gars, c'est pas le haut du panier. Et vous avez le commanditaire. Le commanditaire, c'est clairement l'Ukraine, avec peut-être, et même très certainement, en tout cas, à minima l'approbation, mais peut-être même un petit coup de main des services secrets occidentaux. On a plusieurs officiels russes qui ont parlé des services secrets britanniques et américains. Chose qui se confirme par le fait que là, Interpol s'est d'un seul coup proposé pour filer un coup de main pour l'enquête. Déjà ça c'est suspect, parce que alors, pour la destruction de Nord Stream, ils se sont jamais proposés. On a eu autre fait un peu bizarre, le fait que l'ambassade de France à Moscou a annulé un rassemblement qui était prévu le lendemain de l'attentat, mais ils l'ont fait 1 heure avant que l'attentat ait lieu. Et ils l'ont annulé pour des raisons de sécurité. Donc ça a l'air d'indiquer quand même que l'ambassade de France et donc que la France était au courant de quelque chose. Donc bon, déjà ça, il y a quand même des choses assez bizarres. Autre chose quand même qui a l'air quand même de pointer du doigt aussi les services de renseignement occidentaux, c'est le fait que le New York Times a quand même expliqué que les services de renseignement américains n'ont pas transmis à la Russie toutes les informations dont ils disposaient sur la menace d'un attentat terroriste au Crocus City Hall. Et pourquoi ? C'était peut-être pour que la Russie puisse pas empêcher l'attentat. Voilà. Donc bon, il y a quand même des morceaux de puzzle qui s'imbriquent bien quand même.
En plus, juste après l'attentat terroriste, on a eu des milliers de personnes en Russie et en Biélorussie qui ont reçu sur Telegram des offres d'argent pour commettre des attentats terroristes dans d'autres centres commerciaux, des écoles, autres endroits du même genre. Heureusement, Pavel Durov et son équipe, donc Pavel Durov qui est le fondateur de Telegram, hein, ils ont travaillé très rapidement. En quelques heures à peine, ils ont mis en place des filtres avec l'aide d'intelligence artificielle pour, stopper immédiatement ces spams, littéralement. C'était vraiment une ampleur. On parle de dizaines de milliers de messages qui ont été envoyés par plusieurs milliers de comptes. Alors, ils ont bloqué les comptes et ils ont bloqué les messages aussi. Donc, quand on voit l'ampleur de cette espèce d'opération, ça dépasse clairement les capacités de l'État islamique ou même juste de Kiev tout seul. Hein. Je veux dire, là, on voit clairement que il y a quelqu'un d'un peu plus puissant derrière tout ça qui a mis à disposition des moyens un petit peu sérieux, quoi. Tout au long de la semaine, bien sûr, le bilan de l'attentat terroriste a évolué, hein, parce il a fallu du temps pour retrouver tous les corps qui étaient sous les décombres, puisque l'incendie a quand même bien ravagé la salle de concert. Le toit s'est littéralement effondré complètement, donc il a fallu plusieurs jours pour retrouver tout le monde et puis identifier les gens. Le bilan final est de 695 victimes, dont 15 enfants, et parmi ces victimes, eh bien 144 sont mortes, dont 5 enfants. Donc là, c'est vraiment un bilan qui est absolument, absolument terrible. Le 24 mars a d'ailleurs été décrété jour de deuil en Russie et de nombreux citoyens russes sont venus se recueillir et déposer des fleurs, des bougies et des jouets dans différentes régions de Russie, y compris ici à Donetsk, pour rendre hommage aux victimes de l'attentat. Nous avons publié sur International Reporters plusieurs interviews de survivants. Je vous encourage à aller les regarder. Je pense que ça vous permettra de mieux comprendre un peu ce qui s'est passé et la façon dont les gens ont réagi sur place. Les gens ont réagi avec un immense sang-froid. Il n'y a pas eu trop de mouvements de panique, ce qui aurait pu alourdir encore le bilan de l'attentat. Donc ça, vraiment, on peut dire que là-dessus, les Russes ont vraiment une psyché en acier, quoi. Cet attentat terroriste fait bien sûr partie du conflit actuel entre l'Ukraine et la Russie, hein, puisque bon, l'Ukraine a toujours usé de méthodes terroristes, ça n'est rien de nouveau, et cet attentat a eu des conséquences sur le plan militaire dans le conflit en cours. Donc pendant la nuit qui a suivi l'attentat, l'armée ukrainienne a mené une attaque assez massive sur Sébastopol en Crimée à coups de drones, de missiles Storm Shadow ou Scalp, hein, puisque ce sont à peu près les mêmes, et de missiles Neptune tirés par près de 12 avions ukrainiens. Bon, la plupart des missiles et des drones ont été interceptés. On a quand même eu un civil qui a été tué, 4 autres qui ont été blessés. Et un incendie qui s'est déclaré sur le territoire d'un dépôt pétrolier, mais sans toucher les cuves principales. Les cibles les plus importantes, qui étaient plusieurs navires de la flotte de la mer Noire, eh bien, s'en sont sortis indemnes. Autre région qui est désormais quotidiennement bombardée par l'armée ukrainienne, c'est la région de Belgorod en Russie. Il semble que faute de pouvoir bombarder ainsi Donetsk et une partie de la République populaire de Donetsk après la perte d'Avdiivka, l'armée ukrainienne a décidé de se venger sur la région de Belgorod. Ce sont des bombardements quotidiens, des frappes de drones aussi sur des véhicules qui font malheureusement de nombreuses victimes parmi les civils. La défense antiaérienne russe est très active, arrive à abattre la plupart des roquettes et des drones qui sont envoyés au-dessus du territoire de la région de Belgorod par l'armée ukrainienne. Mais ceux qui arrivent à passer entre les mailles du filet, eh bien, suffisent malheureusement à faire beaucoup de victimes et de dégâts. En République populaire de Donetsk, d'ailleurs, l'armée ukrainienne utilise de plus en plus des drones pour frapper les civils, alors soit en larguant grenades ou engins explosifs, soit en lançant littéralement des drones kamikazes sur des voitures civiles, entre autres sur l'autoroute qui est entre Yassino-Vataya et Gorlovka. On a eu plusieurs civils qui sont morts ainsi. La ville de Gorlovka et la périphérie ouest de Donetsk sont toujours quotidiennement bombardés, malheureusement, avec là aussi beaucoup de destruction et de victimes civiles.
En région de Kherson, les forces armées russes continuent d'éliminer les forces armées ukrainiennes qui se trouvent toujours dans le petit village de Krinky. Forces armées ukrainiennes qui ont été obligées de réduire leur présence puisque chaque livraison de personnel et de matériel par des bateaux le long du Dniepr se retrouve frappée par les artilleurs et les opérateurs de drones russes. Résultat, la livraison des provisions et autres marchandises s'effectue entre autres par des drones, mais c'est pas très efficace et puis tu peux pas envoyer des hommes par drone, hein, c'est un petit peu compliqué. D'ailleurs, dans cette région de Kherson, le 28 mars, l'armée ukrainienne a massivement bombardé la partie de la région de Kherson qui est sous contrôle russe, blessant une civile à Alieshki. Si on parle maintenant plutôt avancée des troupes, la semaine a commencé par la libération de Krasnoye, qui est appelée Ivanovskoye par les Ukrainiens. C'est une localité qui est près d'Artyomovsk, Bakhmout, une localité importante pour ensuite pouvoir avancer vers Tchassov Yar. D'ailleurs, maintenant, les forces armées russes sont vraiment à la périphérie même de cette localité, qui est un nœud ferroviaire et un nœud défensif extrêmement important. Une fois qu'on a pris Tchassov Yar, on va pouvoir avancer sur Konstantinovka. En région d'Avdiivka, suite à la libération de la ville, on en a longuement parlé, l'armée russe continue d'avancer vers l'ouest. Les combats ont lieu actuellement à Semyonovka. Tonenkoye a été prise. Plus au sud, vers Marinka, les unités russes ont pris le contrôle de la partie centrale de Novo-Mikhailovka et se battent maintenant pour la partie ouest du village. Et dans la région de Seversk, l'armée russe a avancé vers Razdolovka. Les unités ukrainiennes ont été chassées de plusieurs places fortes. Et après leur défaite, les forces armées ukrainiennes ont été contraintes de battre en retraite de l'autre côté de la rivière Sukhaya Poodva. Et en plus d'avancer en plusieurs endroits du front, l'armée russe continue allègrement de détruire le matériel ennemi. On a arrêté de compter les chars Abrams qui ont rejoint leurs petits copains britanniques Challenger dans les cimetières de chars d'assaut des steppes ukrainiennes. Et on a eu cette semaine une vidéo montrant la destruction du premier système de mortier automoteur M120K RAK polonais qui a été documenté. Je rappelle que les soldats russes touchent des primes pour la destruction de ces matériels occidentaux, ce qui est une bonne motivation. Et comme je le disais plus tôt, cet attentat du Crocus City Hall, comme celui du pont de Crimée, a eu des conséquences militaires pour l'Ukraine, puisque l'armée russe a intensifié ses frappes nocturnes contre des cibles militaires, portuaires et énergétiques ukrainiennes. Certains missiles qui ont longé d'ailleurs la frontière entre l'Ukraine et la Pologne ont donné quelques petites sueurs froides aux Polonais. Les régions de Kiev, Odessa, Lvov, Dnipropetrovsk sont particulièrement touchées. À l'aéroport Giuliani de Kiev, c'est 2 systèmes de défense antiaérienne patriotes qui ont été détruits par des frappes russes. À Kiev même, c'est un bâtiment des services de renseignement qui a été détruit. Dans la région de Nikolaïev, c'est une sous-station électrique. En région d'Odessa, une centrale thermique. Et un incendie s'est déclaré dans une installation gazière dans la région de Lvov. Dans les nuits qui ont suivi, ce sont les centrales thermiques de Bourchtine en région d'Ivano-Frankovsk et Ladigine en région de Vinitsa qui ont été gravement endommagées et désactivées. Leur restauration prendra des années, c'est ce qu'a dit le directeur du holding énergétique ukrainien. La plus grande centrale hydroélectrique d'Ukraine, celle du Dniepr, est elle aussi hors service, là aussi depuis une récente frappe de missiles. Et la frappe massive du 22 mars a également mis hors service la centrale électrothermique 5 de Kharkov. Et puis, histoire de fignoler le tableau, dans la nuit du 28 au 29 mars, l'armée russe a frappé la centrale hydroélectrique de Sredneprovskaya, la centrale thermique de Kryvyi Rog et la centrale thermique du Dniepr. Voilà. Et puis en plus, dans la région de Dnipropetrovsk, il y a eu un incendie dans la centrale thermique de Pridneprovskaya. Et la sous-station Pavlogradskaya de 330 kV a été aussi touchée par une frappe. Résultat, plusieurs régions d'Ukraine sont sans courant électrique. Et ça va être très compliqué de réparer tout ça. Le but étant non pas de faire souffrir la population, mais d'empêcher l'Ukraine, d'apporter des troupes et des équipements militaires sur le front, puisque la majorité des trains et des locomotives en Ukraine sont électriques, tout simplement, mais aussi l'empêcher de faire tourner des usines de fabrication ou de réparation d'équipements militaires, de drones
etc. L'armée russe a aussi détruit le pont ferroviaire de Kurachovo, via lequel l'armée ukrainienne a amené des soldats et des équipements militaires sur le front en République populaire de Donetsk. Alors au vu de l'évolution de la situation, eh bien sans surprise, on a pu voir par exemple l'ambassade du Kazakhstan en Ukraine qui a recommandé à ses concitoyens de quitter entre autres les régions de Kharkov et Odessa en raison de la tension croissante et de la situation sécuritaire instable dans les régions d'Odessa et de Kharkov en Ukraine. L'ambassade de la République du Kazakhstan en Ukraine recommande aux citoyens du Kazakhstan d'envisager de quitter ces régions. Et puis, pendant que certains appellent leurs concitoyens à sortir du bourbier ukrainien, la France, elle, continue de jeter l'huile sur le feu, en prétendant ne pas envoyer 2000 soldats français en Ukraine, mais tout en lançant dans le même temps une énorme campagne de recrutement de 20 000 soldats en un mois. Alors, on ne comprend pas bien quelle est l'urgence justifiant un tel recrutement massif de l'équivalent de 15% des forces de l'armée de terre française. Bon, personne ne le dit ouvertement, mais tout le monde le pense tout haut. Hein, c'est que Paris va bel et bien vouloir envoyer des soldats en Ukraine, hein, contrairement à ce que nous disent les autorités françaises, qui nous disent un coup oui. Hein, Macron nous dit un coup oui, oui, hein, puis après un coup non. Hein, c'est le en même temps macronien. Je rappelle quand même que les autorités russes ont dit et redit que les soldats français qui seraient envoyés en Ukraine deviendraient une cible prioritaire pour l'armée russe, qui les renverront à la maison dans des grands sacs noirs. C'est pas une bonne idée, vraiment, mais pas du tout. Donc je vous conseille quand même de bien dire à vos députés, qu'ils soient du parti de Macron ou pas, que non, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Hein. Parce que les médias français qui, de manière générale, passent leur temps à vous raconter que les Russes ne soutiennent pas l'opération spéciale, etc. C'est pas ce que nous raconte le dernier sondage de Stiom, qui montre que la part des Russes qui se considèrent comme patriotes a atteint un niveau historique, puisqu'ils sont désormais 94%, dont 62% se considèrent comme des patriotes inconditionnels. Bon, quand on voit des chiffres comme ça et qu'on vient vous raconter que les Russes ne soutiennent pas leur président ou ne soutiennent pas l'opération militaire spéciale, bon, vous avez compris que les médias français se foutent de votre gueule. Hein. Voilà, donc aller à la guerre contre des gens qui se considèrent aussi massivement comme étant patriotes, c'est pas une bonne idée. Voilà, voilà. Malgré tout ça, eh bien, la situation économique pour l'instant se porte bien. Cette semaine a eu lieu le forum international Atom Expo, événement le plus important de l'industrie nucléaire mondiale, comme l'indique son nom, qui a eu lieu cette semaine à Sochi. On a eu 4500 délégués de 75 pays qui sont venus en Russie. Bon, quand vous voyez ça, l'argument du la Russie est isolée sur la scène internationale, vous pouvez rigoler ouvertement. L'intérêt pour ce forum est assez facile à comprendre, puisque ce dernier avait pour thème les nouvelles technologies nucléaires de 4e génération. Et bien, ces nouvelles technologies nucléaires, c'est Rosatom, le spécialiste russe du nucléaire, qui en est le leader. Alors, qu'est-ce que c'est la 4e génération ? Donc, c'est le nom qui est donné à des réacteurs à neutrons rapides, dotés d'un caloporteur métallique, qui permet en fait de réutiliser en fait du combustible nucléaire déjà usé, de refaire avec celui-là un nouveau combustible pour ces nouveaux réacteurs. Donc l'idée c'est de réutiliser les déchets des centrales nucléaires classiques pour en refaire un combustible utilisable par un autre type en fait de réacteur. Voilà, donc l'idée, ça va être ensuite que c'est un cycle qui peut se répéter presque indéfiniment, ce qui est bien sûr tout bénef. Ça permet d'éviter d'accumuler des déchets radioactifs qu'il faut stocker quelque part, en envisageant qu'ils vont peut-être rester là pendant des milliers d'années, tenir compte des risques sismologiques, volcanologiques, autres désastres naturels qui peuvent arriver. Bref, c'est assez compliqué. Donc ça serait quand même
même un gros plus. Il faut savoir que la Russie développe actuellement 2 technologies de 4e génération et que la construction d'un réacteur de 4e génération Brest 300 est en cours près de Tomsk. Ils ont coulé le premier béton en 2021 et il y a 2 mois, l'assemblage de la cuve du réacteur a commencé. Et lors de la cérémonie d'ouverture d'Atom Expo, la première ligne de production de combustible nucléaire pour ce réacteur de 4e génération a été lancée par téléconférence. Donc on comprend que la Russie continue de travailler activement sur le développement de l'énergie nucléaire. Elle est leader dans ce domaine de la 4e génération et ça intéresse pas mal de pays dans le monde, voilà, qui n'en ont rien à faire des histoires de sanctions, de pseudo-isolement de la Russie, etc., etc. Et puisqu'on parle économie, la construction d'un nouveau chemin de fer vers la Crimée bat son plein en République populaire de Donetsk. Il s'agit d'une nouvelle voie ferrée en cours de construction dans le district de Telmanovo qui permettra de relier Rostov, Donetsk et la Crimée. Les travaux ont débuté en septembre de l'année dernière et la construction devrait être normalement terminée d'ici la fin de l'année 2024. Et alors si on regarde l'évolution de la situation en Ukraine, en Ukraine, d'un point de vue démographique, ça devient catastrophique puisque l'espérance de vie moyenne a diminué. Alors pour les hommes, elle est passée de 66 ans,4 à 57,3 et pour les femmes de 76,2 à 70,9. La diminution de l'espérance de vie se couple aussi à un taux de fécondité qui s'est effondré puisqu'il est passé de 1,5 en 2012 à 1 en 2024. Et le document indique également que la population de l'Ukraine serait actuellement de 31,5 millions d'habitants. Je pense que la réalité est en dessous de ces chiffres officiels. Et alors, aujourd'hui, normalement, les Ukrainiens auraient dû se rendre aux urnes pour élire un nouveau président, puisque Zelensky est arrivé au bout de son mandat. Mais ce dernier s'entend bien que avec le lancement de la guerre contre la Russie lorsqu'il a attaqué le Donbass en 2022 et les énormes pertes de l'armée ukrainienne lors de ces 2 ans, il n'est pas très... Non, il n'est pas très apprécié de la population. Si tu veux. La population ukrainienne, là, Zelensky, ils en ont fait une overdose. Ils aimeraient bien le dégager et il l'a bien compris. Donc il a bien sûr utilisé le fait que la loi martiale a été déclarée pour faire annuler les élections. Voilà. Son mandat était censé finir le 20 mai. Alors on a eu un propos assez cryptique, je crois que c'était de Sergueï Lavrov, qui a dit que d'ici le 21 mai, on n'aura peut-être pas à se poser la question de savoir si le fait que Zelensky s'est maintenu au pouvoir au-delà du 20 mai était légal ou pas. Je vous laisse décider de la façon dont vous interprétez tout cela. Et puis on va finir sur une petite touche internationale, puisque la justice britannique a accordé une sorte de sursis à Julian Assange. L'extradition qui est demandée par les États-Unis n'a pas été validée. La Grande-Bretagne exige un certain nombre de garanties de la part de Washington. Ça laisse un répit de quelques semaines à Julian Assange pour pouvoir bien continuer à contester cette demande d'extradition. Je rappelle que Julian Assange est en prison simplement pour avoir dit la vérité, c'est-à-dire pour avoir révélé entre autres les crimes de guerre de l'OTAN, entre autres en Irak, mais pas seulement. Et ce qui lui arrive est absolument scandaleux. Voilà, donc je pense que ce qui se passe avec Assange est extrêmement révélateur et vous montre bien ce que valent les démocraties occidentales. Voilà, j'avais aussi fait un petit sondage il y a quelques temps pour vous demander si vous vouliez un live. Vous avez voté oui à une écrasante majorité, donc dès que ça sera jouable, on va le faire. Dès que j'aurai un petit moment, on va faire un live, ça sera sur Telegram. Vous pourrez poser vos questions, vous pourrez commenter en direct et on publiera ensuite la vidéo de ce live. Donc je pense qu'on fera un live d'à peu près 1 heure et puis si ce format vous plaît, on réitérera l'opération de manière régulière. Voilà. Merci à vous de m'avoir suivi durant tout ce rapport de situation et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain.